Moi, c'est Quentin, et cet été avec mon pote Nathan, on a voyagé à travers l'Europe et l'Asie centrale. Un mois pour atteindre le Kazakhstan et revenir en France, en passant par des pays incroyables comme la Géorgie ou encore l'Ouzbékistan. En train, bus, marchroutka et même en stop. On n'avait aucun itinéraire précis ni de plan prédéfini, et c'est cette aventure que je vais vous raconter au travers de cette vidéo. Après ça va, c'est pas comme s'ils roulaient comme des énormes fous furieux sur des routes désastreuses. Si. Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Après 24 heures de trajet depuis La Réunion, je suis enfin arrivé à ma destination, à savoir Sofia, en Bulgarie. Là, je suis KO, donc je vais aller rejoindre mon nouveau camarade de voyage, que vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir, mais avec qui je vais faire toutes les prochaines aventures qui arrivent là. On se rejoint, faut que je mange, j'ai quasiment pas mangé aujourd'hui. Et après ça va aller se coucher parce que je suis mort. Allez, à tout de suite. J'ai l'honneur de vous présenter Nathan, aka N4 ou Le Long. Un de mes plus fidèles compagnons, amateur d'histoire et de géographie depuis sa plus tendre enfance. Il parle russe et vous verrez que ça va bien nous servir pendant ce voyage. Et c'est un fin collectionneur de mignardises et de gourmandises étranges. En gros, si tu dis « Attends, c'est quoi ce truc chelou ?» Sache que Nathan est d'ores et déjà en train de le convoiter. Ok, maintenant que les présentations sont faites, place à l'aventure. Notre voyage a commencé à Sofia, la capitale de la Bulgarie, et c'était le lieu idéal pour démarrer notre nouvelle aventure. Sous ces allures de grande ville, tout reste accessible à pied, et avec le soleil au rendez-vous, on a passé quelques heures à arpenter ses rues, à admirer son architecture entre ses jolies résidences, ses lieux de culte, ses monuments et son marché couvert. J'ai déjà eu l'occasion de visiter quelques pays d'Europe, mais avec cette première étape, j'ai senti que j'allais voir et découvrir des choses encore toutes nouvelles pour moi. D'autant plus que contrairement à l'Asie, où je m'étais occupé de toute la préparation et l'organisation du voyage, là, Nathan s'était occupé de tout. Donc j'avais aucune idée de là où j'allais mettre les pieds pendant le mois qu'on allait passer ensemble, seulement qu'on allait parcourir uniquement des pays dans lesquels je n'étais encore jamais allé. On est parti pour 12 heures de train de nuit. On a réussi ce matin un peu au dernier moment à choper des couchettes. Et là c'est 12 heures direction Istanbul avec un petit réveil à 2 heures du mat pour passer la douane. Mais ça va, ça a l'air d'être assez confort. Je suis avec une petite famille très gentille. Ça va être stylé. Ouais, il est 2h30 du matin, c'est parti pour le petit arrêt à la douane turque, contrôle du passeport et des bagages. Bon, la famille qui me servait de coloc n'est pas revenue du contrôle, donc je vais vous faire une petite présentation de la cabine. Alors, voici mon petit lit, avec la petite multiprise. Et en fait, c'est 4 lits dont 2 suspendus comme ça, et 2 lits en bas. Là-bas, c'était des sièges, mais tu peux le retourner pour avoir des lits. Et voilà. Et sur ce, il est 3 heures passées, on arrive à 6h30. Donc je vais prendre ces 3 heures de sommeil avec grand plaisir. Allô Bing. Istanbul a l'air tout bonnement incroyable. Malheureusement, on n'a pas pu la visiter puisqu'on devait enchaîner avec un autre transport quelques heures après notre arrivée. Par contre, vu qu'on sentait bien sale après la nuit dans le train, oh, avec de tête de schlag à mort, Nathan a proposé de tester les hammams turcs. Et je dois dire que c'était une sacrée expérience. J'avais encore jamais testé, donc j'avais aucune idée de ce que ça allait donner. Et on s'est retrouvé à se faire laver par un daron turc très solide avec un gant qui râpait bien et une poigne qui n'a rien à envier aux champions de bras de fer. Mission accomplie, je me suis rarement senti aussi propre et décontracté qu'en sortant de là. Mais ce petit plaisir allait être de courte durée vu ce qui nous attendait. Je peux faire une vidéo méga. Hey, sexy lady. Tu veux expliquer à la caméra d'où on vient et qu'est-ce qu'on va faire? Alors, d'où on vient, on vient de tout en bas. Pour commencer, on s'y fait tout seul. Hein. On sort de cet endroit, on est arrivé à Istanbul Gare, IGAR.
Et on va prendre le bus pour Trabzon, au bord de la mer Noire. Trabzon. 12 heures de flexibus pour nous régaler. Exactement. 23h, 11h. Et d'abord, petite pause kebab. Allez! Bon, on est finalement arrivé à la gare routière d'Ankara après moult galères. En fait, le métro, c'est un labyrinthe géant. On s'est fait aider par un flic, par un mec, puis par une famille. Et on est arrivé. Alors, la gare routière, c'est immense. Donc, normalement, on pense être au bon endroit. Nathan est parti pour essayer de confirmer ça. On a 45 minutes d'attente et ensuite, c'est parti pour les 12 heures de Flixbus. C'était pas le bon endroit. Bon, bah, on fait que se faire envoyer bouler. Non, partout, non, pas ici, revenez, pas là, allez, cassez-vous. On va voir. Content, Nathan? Ouais. One eternity later. Comme convenu, les 12 heures de Flixbus c'était bien longue. Là, on est arrivé à Trabzon, une petite ville au bord de la mer Noire, dans laquelle on fait une petite escale de 6 heures avant de reprendre un bus pour ce soir atteindre la Géorgie. Jusqu'ici tout va bien. Comme pour Istanbul, Trabzon était une courte escale vers notre prochaine destination. Et heureusement parce qu'après la nuit en Flixbus qu'on a passée, on n'avait pas du tout la force d'aller explorer une nouvelle ville. Et pour ça, Trabzon tombait à pic puisque la ville en elle-même n'a pas grand intérêt. Donc on a profité d'un petit moment de détente dans un restaurant sur le port avant de reprendre la route, direction la Géorgie. Attention, ça va sur YouTube, ça va sur YouTube, attention, on déguste. Tu serais pas un vlogueur, toi? Ok, c'est parti pour la visite de Tbilissi. Tbilissi, la capitale géorgienne, m'a agréablement surpris. La ville allie parfaitement tradition et modernité. D'un côté, on se balade dans des quartiers très mignons, entre petits marchés, églises orthodoxes au style varié, et des bâtisses et des statues qui témoignent de son histoire. Comme avec le passage dans le Meydan Bazar, autrefois emprunté par les marchands qui traversaient la route de la soie, qui aujourd'hui regorge d'antiquités. De l'autre côté, on sent qu'on est dans une capitale. Des grandes routes, beaucoup de trafic et de bruit, et des infrastructures imposantes qui marquent le développement de la ville. Et c'est selon moi ce qui fait le charme de Tbilissi. D'une rue à l'autre, on passe d'une ville développée et bruyante à des petits coins cosy où il fait vraiment bon vivre. Quentin, il y a un moment où je t'apprendrai le respect. Mais c'est pas encore aujourd'hui parce que moi aussi je suis fils. Очень вкусно. У меня хорошая чучела. Магазин. Tiens, attends, est-ce que tu nous expliquerais pas ce que tu es en train de manger là? Alors, ça c'est un churchela, churchelebi au pluriel. C'est une petite friandise géorgienne qui est faite à base de fruits secs, généralement enfilés comme des perles, le long d'une ficelle comme celle-ci là, sur laquelle on verse en fait une pâte faite généralement à base de coulis de fruits, ici du raisin et d'un peu de farine qui durcit et ça donne cette consistance un petit peu souple, un peu comme une pâte de fruits finalement. C'est pas trop sucré, très riche en fibres et franchement c'est parfait pour vos randonnées ou autre petit plaisir quotidien. Très bon. Et bon appétit. Merci. Bon les gars, il faut que je vous avoue quelque chose. Nathan a développé une addiction au tapis, il est devenu complètement incontrôlable. C'est un chasseur de tapis, là, dès qu'il voit des tapis... En même temps, regardez ces tapis quoi. Vas-y, tourne la caméra. C'est appuyé sur le mauvais bouton. Voilà. C'est fabriqué dans la petite région de Kakheti, en Géorgie. Aussi la première région viticole du pays. Je trouve qu'il y a une certaine harmonie, beaucoup de choses qui se dégagent des formes de ces tapis. Ça, c'est une parole d'addict. On est actuellement dans le jardin botanique
Qu'est-ce que t'en penses, Nathan, de ce jardin botanique? Bah, c'est de la merde. Il faut dire les choses à un moment. Toute une zone qui est fermée parce qu'il y a eu un éboulement. Pour le reste, bah, C'est ça. ça construit des immeubles. Sur un jardin botanique, c'est un chantier. On est dans le BTP là. Voilà. Une orchidée. Regardez-moi ces variétés. Et bah, Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? c'est la maison de Bidzina Ivanishvili, homme d'affaires, un des principaux actionnaires de Gazprom. Mais c'est aussi l'ancien président, ouais. Il a beaucoup de sous et il est toujours très très bien placé. Il a un peu la main sur la politique en Géorgie depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Et il y a une maison pas dégueu, avec des arbres très jolis dans son jardin, ce qui fait que le jardin botanique peut peut-être paraître un petit peu vide. Pour conclure cette journée, on est monté au sommet de la ville pour l'admirer sous les lumières du coucher du soleil, aux côtés de Kartlis Deda, la mère des Géorgiens. Une statue en aluminium de 20 mètres de haut avec, dans sa main gauche, un bol de vin pour saluer ceux qui viennent en amis, et dans sa main droite, une épée pour ceux qui viennent en ennemis. Plus loin là. On va passer le pont, on va arriver dans le centre de Kutaisi, tu verras, c'est une très belle ville. Зеленый дверь, да, правильно? Дайте мне мобильник, я говорю, книга. L'eau du robinet. Une réaction chimique, t'as peur? Il y avait juste de l'eau dedans, c'est de l'eau que j'ai sortie du robinet. Il y a du gaz. Voilà, on a pris un petit taxi parce que Nathan a des envies d'urbex. Et du coup, l'objectif ce serait d'aller voir ce truc là-bas, qui serait un hôtel désaffecté. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que dans cette ville, bah, tout a l'air désaffecté. Il n'y a que des bâtiments désaffectés partout. Mais celui-là, il est noté 4,8 en termes d'urbex. Ouais, hôtel vintage. Je veux bien vous croire. Quand je vous ai dit que tout était désaffecté ici. Même l'arbre, il est abandonné. On a passé près de 2 heures dans cet hôtel désaffecté et je m'en étais pas rendu compte avant de rentrer, mais il était immense. En plus de compter une bonne dizaine d'étages, il est décomposé en 2 bâtiments, tous 2 accessibles. Ça, c'est le bâtiment qu'on voyait au loin. Par moments, on avait vraiment l'impression que certaines pièces étaient occupées, donc ce qu'on redoutait le plus, c'était tomber sur des résidents pendant notre exploration. En tout cas, ça n'a pas été abandonné à faire ce type, il y a encore des pots de Nutella. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on monte directement au dernier étage? Voilà, je vais lui jeter un œil. Passage vers l'autre immeuble. Et là, il y a un trou. Oh putain, oh sa mère. Tu sautes la planche. Le dernier étage. Oh ouais, il y avait du bruit à côté. Ça fait vraiment map Call of Duty. Il y a clairement quelqu'un en face. Il était là-bas devant l'escalier.
Au final, je crois qu'on a rencontré le groupe qu'on avait entendu plus tôt. Mais heureusement, c'était pas des résidents, juste des locaux qui exploraient comme nous. Donc on a pu finir notre petite session d'urbex tranquillement en montant à l'avant-dernier étage du second bâtiment, qui offrait à la fois une jolie vue sur le premier bâtiment qu'on avait exploré et sur une bonne partie de la région. Donc au final, on n'aura pas du tout visité Kutaisi, mais on y repassera pendant le trajet retour et on la visitera comme il se doit à ce moment-là. Pour atteindre le Kazakhstan, on n'a pas eu d'autre choix que de prendre l'avion depuis la Géorgie. Alors pour compenser, on s'est immédiatement mis dans un bourbier pour rejoindre notre prochaine destination en Ouzbékistan. $100. 100 долларов. И на тенге сколько это будет? 48 тысяч, чуть меньше. 48. Bon, du coup, on vient d'arriver au Kazakhstan, mais le bus est parti 5 minutes avant qu'on arrive. Du coup, on est en train d'essayer de voir avec une application et un local qui appelle pour nous plein de taxis. Parce que ce qui paraît, c'est pas trop cher et c'est un peu la dernière solution. Là, on essaie de voir grâce à lui. Et puis moi, je suis chargé d'acheter de l'eau en attendant parce que je sers pas à grand chose, je ne parle pas la langue. Grâce aux locaux, on a réussi à trouver un taxi qui devrait pas trop tarder. Ça, a priori, ça devrait se passer correctement. 12 € par tête les 5 heures. On peut toujours remercier l'assistance des frérots qui sont prêts à interrompre absolument tout ce qu'ils font pour te venir en aide. C'est quelque chose qui m'impressionne à chaque fois que je viens ici. Heureusement qu'ils sont là. Alors on va essayer cette dinguerie. Après les 6 heures de taxi, là on a trouvé une petite guest house à 6 € à 2. On a 3 heures de sommeil parce que demain on a un train de 4h10 à 17h30. Voilà, on va siester là vite fait et puis on est reparti pour des transports. Voilà. Le train. C'est mon part, on aura l'air frais. On est clairement dans le compartiment à bagages. Mais c'est dégueulasse. Moi j'ai enlevé un espèce de cello rempli de. T'inquiète. Et on est là pour la nuit. Contrôle douanier check. Petit thé offert par le staff. C'est voilà, le contrôle douanier à l'Ouzbek. C'est une petite consolation face aux 13 heures de train. Mais ça fait plaisir. Alors contre toute attente, les mecs du staff ont vu notre désarroi et ont ratissé les wagons pour nous trouver un lit chacun. Là il est 8 h, on a un peu posé, on va pouvoir un peu se reposer. Ça aurait été un peu long sinon là ça fait vraiment plaisir. Ce trajet fait partie du top 3 des plus longs trajets de ma vie. Alors certes c'était que 13 heures, mais entre le début dans la rack à bagages, la chaleur du désert sans clim dans le wagon, le trafic constant avec des commerçantes qui viennent vendre tout et n'importe quoi et les pieds que tu te manges dans la gueule en te baladant dans le couloir, je t'assure que je suis pas prêt d'oublier ce trajet. Petit état de la situation, il nous reste 80-90 bornes qu'on va faire en un peu plus de 2 heures, 2 heures et demie. 3 heures en comptant les pauses. Et du coup bah là le train s'est arrêté pour 1 heure, on a pu aller dans un petit village pas trop loin pour prendre du thé, du café, de l'eau. En fait on a 1 heure de pause avant de repartir. Et ça fait du bien parce que ça commence à devenir très très long. Un peu compliqué pour la communication puisque les gens ici ne parlent que Karakalpak. Ce qui est une langue un peu compliquée à comprendre. Il fait chaud sa mère. Allez c'est reparti, on retourne dans la chaleur. Je peux pas jouer. Petite table au Ouzbékistan. Vas-y, décris-nous ce qu'on a là. Alors là du coup ici on a un lagman, c'est un plat ouïghour qui est fait à base de pâtes avec une forme très caractéristique, de la tomate, pas mal d'huile et de la viande et un peu de verdure au-dessus. Ça existe en forme liquide, enfin soupeuse et en forme poêlée comme ça, ici c'est la forme poêlée. Après ça on a du compote, une boisson qui est faite ici à base de cerises. Souvent c'est fait à base de ce qu'on appelle
gratte-cul en français, je ne me rappelle plus du terme scientifique. Okrochka, une sauce à base de fromage blanc et de concombre. Très frais, excellent en été, surtout ici vu qu'il fait 40 degrés. Qui va parfaitement avec ça. Voilà, du pain, les pioches quoi, on appelle ça, mais là c'est du pain de la région du Haut-Forez, donc du coup il est particulièrement plat. Et des pelmeni avec du souzma au milieu, donc des ravioles. C'est stylé. Et bon appétit. Après 3h30 de taxi dans le désert, on est arrivé dans la ville qui m'aura le plus marqué du voyage, Riva. Et plus précisément sa vieille ville, Ichan Kala, littéralement forteresse intérieure. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1990, cette ville est chargée en histoire et on le ressent lorsqu'on se balade à travers ses ruelles. On a vraiment l'impression de se balader dans une cité où le temps s'est arrêté. Selon la légende, elle aurait été fondée autour d'un puits creusé par Shem, fils de Noé. Elle fait partie de l'ancienne oasis qui était l'ultime étape des caravaniers avant la traversée du désert en direction de la mer Caspienne et de la Perse. Elle a connu une période de grande prospérité, si bien qu'au XVIe siècle, elle est l'une des plus riches du Khorezm, l'une des 12 provinces d'Ouzbékistan, avec son marché aux esclaves qui était l'un des plus importants d'Asie centrale. Aujourd'hui, c'est l'endroit idéal pour admirer l'architecture musulmane d'Asie centrale. Et c'est ici que s'achève la première partie de notre traversée de l'Europe et de l'Asie centrale. Dans la prochaine vidéo, on t'emmène découvrir avec nous l'Ouzbékistan et dans toutes nos galères pour traverser le Kazakhstan et rentrer jusqu'en France, en passant par la Géorgie, la Bulgarie, la Slovénie et l'Italie. Si ça t'intéresse, pense à mettre un petit j'aime ou un commentaire pour me montrer que cette vidéo t'a plu et à t'abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et d'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi, à très bientôt, Zoubida.